Tu dis encore. Casse ma couille. Alors là, Il a tellement eu peur du. Encore. Ils auraient pas fait payer les voitures. Il n'est pas habitué, allez, voilà. Une petite chanson avant de partir. Macron que ça va être en guerre, on y retourne, antenne. Macron que ça va être en guerre, je sais qu'on reviendra. À 11 ans, on a comme proposition des manuels scolaires. À l'intérieur, il y a des sites internet où on peut directement aller se renseigner pour un peu plus. C'est adressé aux enfants de 11 ans et c'est agréé par l'Éducation nationale. Donc je vous lis des phrases. Faire l'amour à plusieurs. C'est quoi le sexe oral? Est-ce que je suis trans? Comment utiliser un préservatif lors d'une SODO? Je continue. Est-ce que des pratiques sexuelles peuvent s'échanger contre de l'argent ou un cadeau? Donc voilà, donc je rappelle que toutes ces informations, c'est adressé aux enfants de 11 ans. De 11 ans seulement. La fellation est aussi appelée pipe. Voilà, c'est ce qu'il dit. Non mais c'est un truc de fou. On parle aussi de sucer. Non mais c'est incroyable. Non, mais les mecs... Et on se pose aussi la question de est-ce que c'est cool de le faire à plusieurs? À partir du 2 février 2025, les États de l'Union européenne pourront utiliser la reconnaissance faciale pour nous surveiller en temps réel selon des critères d'opinion politique, d'orientation sexuelle ou religieuse, s'ils estiment que c'est nécessaire pour la sécurité nationale. Selon Disclose, depuis 2021, l'Union européenne discute d'un texte pour encadrer l'intelligence artificielle dans le but de prévenir les dérives, genre sur les droits humains, tout ça. Oh bah là, c'est carrément le jackpot pour les droits humains. Des journalistes de Disclose et d'Investigate Europe ont découvert que la France a fait du forcing pour faire passer des articles très controversés de cette loi. En gros, les différentes façons d'utiliser l'IA sont classées par risque. Encore une fois, notamment par rapport aux droits humains. Certaines technologies sont considérées comme trop intrusives et présentant des risques inacceptables. Mais le gouvernement français a insisté pour les autoriser. Résultat, si un État estime que sa sécurité est en jeu, il pourra traquer une personne sur la base de critères tels que ses origines, ses convictions religieuses ou philosophiques, son orientation sexuelle ou encore son affiliation syndicale. Tout ça grâce à l'algorithme. Oui, on vit de plus en plus dans Black Mirror. Amnesty avait déjà alerté sur le fait que la vidéosurveillance pendant les JO était une pente glissante. Parce qu'on sait que les gouvernements utilisent le prétexte de la sécurité nationale pour contrôler les individus au sein de la société, mais aussi parce que les algorithmes ont tendance à exacerber les biais discriminatoires et dans un contexte de montée du fascisme, c'est plus qu'inquiétant. Alors pourquoi personne n'en parle? Déjà parce que c'est un sujet assez technique et pas très accessible, mais surtout parce que ces exceptions concernent principalement des personnes marginalisées. Par exemple, Disclose révèle que
Paris a demandé que les prisons et les zones de contrôle aux frontières soient exclues de la définition d'espace public. Les autorités pourront donc filmer des exilés pendant des interrogatoires pour évaluer s'ils mentent sur leur âge ou leur pays d'origine, avec un algorithme qui analysera leur degré de nervosité ou d'anxiété. Du coup, personne se sent concerné par ça et c'est bien le problème de la surveillance de masse. On se dit mais moi j'ai rien à me reprocher, ça me dérange pas d'être surveillé. Sauf que quand on voit les dérives actuelles, comme l'arrestation d'activistes pro-palestiniens pour des posts sur Insta, faut pas croire que ça ne peut pas empirer. D'ailleurs, devinez qui adore surveiller une population avec la reconnaissance faciale ? Israël. Ah là là, on m'a encore traité de complotiste parce que j'ai parlé d'un projet américain et les gens, franchement, ils me fatiguent. Il y a toutes les preuves, on est au courant depuis longtemps, mais non, faut faire semblant. Faut rien dire en fait, c'est mieux. Ce que t'as entendu avant, c'était dans ma tête. Maintenant, je vais te dire ce que je pense. Parce que je pense pas avec ma tête, faut croire. Bah, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ne pensez pas assez. Ou trop souvent avec les pieds. Et que vous ne remettez rien en question et que surtout vous avez perdu très loin votre libre arbitre. Pour certains, il y a aussi la fierté et puis la dignité qui doit courir derrière. J'en perds mes mots. Ouais, parce qu'elles étaient toutes petites. Sinon, plus sérieusement, harpe. Un truc qu'on peut pas parler parce qu'on nous bloque, ou que dès qu'on en parle, arrêtez, ça n'existe pas. Maintenant, on va regarder un truc, et en même temps, je vais vous montrer comment on fait quand on a un cerveau. Comment on recherche et comment on prend des informations, puis on va voir si elles sont véridiques ou pas. Ça aide, pour pas se faire avoir. À part si vous aimez vous faire avoir, continuez à regarder BFM TV, ou rien que la télé en fait, parce que c'est que de la propagande et de la manipulation. Bref, on va parler de ions et de la ionosphère. Juillet 1976. D'étranges pannes inexpliquées dans les communications mondiales sévissent dans le monde entier et transmettent secrètement des ondes de fréquence extrêmement basses, autrement connues sous le nom d'ondes ELF. Première info, alors on nous parle de ondes à basse fréquence et ELF, qu'est-ce que c'est? Les ondes électromagnétiques de très basse fréquence, dites ELF, sont des champs électromagnétiques dont la fréquence est inférieure à 300 Hz. Un peu plus bas, elles peuvent pénétrer dans le corps humain et interagir avec les cellules. Les ondes ELF pourraient être liées à des problèmes de santé tels que le cancer, les maladies cardiaques, les troubles du sommeil et les problèmes de fertilité. Définition ELF, les ondes ELF ont une longueur d'onde très longue, ce qui signifie qu'elles peuvent pénétrer dans le corps humain et interagir avec les cellules. Donc l'OMS a placé les ondes ELF comme possiblement cancérogènes pour l'homme. Il est donc recommandé des précautions. On fait comment s'ils nous en balancent partout? Bref, on continue. Sévissent dans le monde entier et transmettent secrètement des ondes de fréquence extrêmement basses, autrement connues sous le nom d'ondes ELF. On l'appelle le pic russe parce que c'était essentiellement ce genre de cliquetis. Maintenant, on entend parler de pic vert russe. Du coup, on va regarder si ça existe. Effectivement, ça existe. Et nous sommes dans les bonnes dates. 1976 à décembre 1989. Si vous voulez savoir exactement ce que c'est, je vous laisse l'explication. Et on continue. C'était essentiellement ce genre de cliquetis. En 1982, un rapport du chercheur du Pentagone Al Conti allègue que le signal crée des couches d'ionisation artificielle dans la haute atmosphère, ce qui signifie qu'il aurait pu courber le courant d'altitude et modifier la configuration des vents à l'échelle mondiale. Voilà. Donc maintenant, on sait ce que c'est des ondes ELF. À juste préciser que quand vous voyez les nuages comme ça, là en bas d'image, ben vous savez de quoi ça vient maintenant. Et là, on va se poser des vraies questions par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Donc, qu'est-ce que l'ionisation dans l'atmosphère? C'est l'action d'émettre des ions négatifs dans l'air. Donc maintenant, on sait qu'il y a un rapport avec l'atmosphère et l'ionisation. Donc, c'est pas des conneries. Autre question qu'on peut se poser, c'est quel est le principe de l'ionisation? Qu'il y a un rapport avec des atomes, là aussi, je vous laisse lire. Si vous comprenez pas, vous pouvez aller chercher des compléments d'informations sur le net. Et en météorologie, ça nous dit que s'entendent à des regroupements plus ou moins massifs de molécules en suspension dans l'atmosphère et chargées électromagnétiquement. De telles particules sont dites ionisées. Allègue que le signal crée des couches d'ionisation artificielle dans la haute atmosphère, ce qui Donc là, ça nous parle de artificiel, donc fabriqué par l'homme, qui n'est pas naturel, nous sommes d'accord. signifie qu'il
qu'il aurait pu courber le courant d'altitude et modifier la configuration des vents à l'échelle mondiale. Il y a eu beaucoup de recherches dans les laboratoires militaires sur ce que vous pouvez faire avec l'émission d'ondes radio dans l'atmosphère. Certaines recherches indiquent que l'on peut bouger le jet stream et changer les conditions météorologiques. Ce n'est pas une coïncidence si les États-Unis ont commencé à construire leur propre réseau mystérieux d'antennes. HARP est le projet de recherche orale active à haute fréquence, à l'origine d'un effort conjoint de l'armée de l'air et de la marine, en coopération avec un certain nombre d'institutions universitaires. 180 antennes, environ 72 pieds de haut, reliées ensemble pour fonctionner comme une antenne géante orientable. Dirigeable parce qu'il peut diriger des millions de watts d'ondes ELF dans une petite partie de l'atmosphère. HARP est l'un des nombreux émetteurs d'ondes ELF situés dans le monde entier. Travaillant en tandem, ces émetteurs modifient la météo n'importe où dans le monde, ce qui pourrait changer complètement le cours du jet stream. L'énergie intense rayonnée dans le ciel par HARP envoie des impulsions d'ondes ELF dans la ionosphère. Les ondes sont réfléchies vers le bas et traversent la Terre et l'océan. Mais le potentiel surprenant de HARP ne s'arrête pas là. C'est lié à un phénomène étrange qui se produit dans notre ciel. Vamos a ver este vídeo que ha aparecido también en televisión recientemente. Presten atención. Litas de óxido de grafeno contienen la nueva esperanza para los pacientes de médula. ¿Ha dicho óxido de grafeno? Óxido de grafeno no es de lo que hablábamos en la quinta columna. El descubrimiento que se hizo en el informe preliminar tras el análisis de los inyectables por parte del doctor Campra. Y después, en el informe técnico final, analizando 7 viales de 4 marcas distintas, AstraZeneca, Moderna, Janssen y Pfizer, que por espectrofotometría de masas daba directamente los picos característicos del óxido de grafeno reducido. No llevamos todavía, incluso. No nos hemos tirado 3 y 4 años hablando, denunciando todo esto por todas las partes del mundo. No han obtenido análisis similares en laboratorios independientes en Reino Unido, en Canadá, en Chile, del óxido de grafeno. No decimos que el óxido de grafeno, o mejor dicho, el sistema nervioso tiene afinidad por el grafeno, justamente. Crece en la misma dirección que él. ¿Dónde lo meten? ¿Ha dicho? A ver, lo pongo de nuevo. Litas de óxido de grafeno contienen la nueva esperanza para los pacientes de médula. De médula, es decir, donde está el sistema nervioso, justamente, en la médula espinal. Es decir, que van a implantar bolitas de óxido de grafeno en la médula, en el sistema nervioso. ¿Se dan cuenta cómo toda la especie humana está abocada a la extinción? O mejor dicho, a la parasitación directa por parte de este tipo de bichos. Porque te lo están vendiendo como un descubrimiento al resto, además. Como una terapia. Vamos a seguir. Un laboratorio del CSIC ha demostrado... Del CSIC, un organismo público, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que pertenece a la Grafenflagship. ¿Para quién trabaja? Pues ya lo saben ustedes. ¿Recuerdan las vacunas de Luis en Juanes? Del CSIC. que las esponjas de grafeno que han creado ayudan a reconectar la médula espinal en ratas. Insertaron estos implantes en médulas dañadas y les sorprendió la capacidad regeneradora. Lo que consigue es crear un ambiente... Miren los ojos. Empezamos a ver ya todo esto, ¿eh? Ya no solo hablamos de personas que puedan estar trabajando, colaborando mercenariamente con en la propia extinción de los seres humanos, realmente, en su propia autodestrucción,
quiero que observen los rasgos fisiológicos de esta mujer, por ejemplo. Y sobre todo, la inexpresividad, la frialdad y los ojos, la mirada. Positivo. Conseguíamos tener invasión de gran cantidad de vasos sanguíneos para que llegue la sangre y de neuritas, de prolongaciones de las neuronas. Probaron con una médula parcialmente seccionada y con otra totalmente, y aunque las ratas no volvían a caminar, sus neuronas se volvían a conectar. Está reconectada la zona de debajo de la lesión con el... Establecen la sinopsis. Es más que robotizada, Ferran. Es al menos parcialmente parasitada. cerebro. Lo que hemos conseguido es identificar. Miren este. Fíjense igualmente en los rasgos, especialmente en la mirada. Desde dónde el cerebro está mandando las señales a los axones que están dentro del implante. Conseguirlo ha costado 10 años de investigación junto al Hospital de Parapléjicos de Toledo. 10 años de investigación. Aquí vieron que los implantes de grafeno servían como soporte para estimular la médula, el inicio de un camino prometedor. El estudio es parte de un proyecto europeo con grupos de varios países. El siguiente paso, los estudios preclínicos, antes de intentarlo en humanos. Antes de intentarlo en humanos, dicen. Como si no lo hubieran hecho de forma masiva en el 2021. ¿Ven? ¿Cómo estamos perdidos totalmente? Bonjour les amis, ici Myriam, nous sommes samedi, je me trouve en présence d'Antoine Boudinet, mon camarade, mon collègue, mon ami, qui a eu la main arrachée pendant le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, montre-nous ton moignon Antoine. Il a eu la main arrachée pendant le 8 décembre 2018, place Péberlan, pardon, à Bordeaux. Vous vous souvenez peut-être que en décembre dernier, en décembre 2024, on avait accompagné avec les mutilés pour l'exemple Antoine, qui était convoqué devant le doyen des juges d'instruction, qu'il avait saisi après un premier classement sans suite. Et puis le 13 février dernier, c'est-à-dire il y a 2 jours, la réponse est tombée, Antoine. Donc comment s'est prononcé ce juge d'instruction? Du coup, la réponse a été donnée, c'est un non-lieu. En tout cas, ils ont déclaré un non-lieu. Nous, on s'attaquait même pas forcément sur le fait que j'avais eu ma main arrachée. C'est-à-dire que ça, pour le coup... en vrai, ils ont dit, mais ça ne fait aucun doute sur le fait qu'il y a eu une blessure ou quoi. Non, nous, ce qu'on remettait en cause, c'est l'enquête qui avait été faite, justement, et le fait qu'il n'y avait eu aucune enquête, la réalité. Nous, on demandait juste à savoir qui étaient les policiers qui étaient présents ce jour-là, quels avaient été les ordres qui avaient été donnés, qui était dans la chaîne de commandement, parce qu'on sait effectivement que le préfet, c'était Didier Allemand à l'époque, voilà, qu'on connaît pour ses célèbres faits d'armes avec les Gilets jaunes. À Bordeaux et ailleurs. À Bordeaux et à Paris et ailleurs, quoi. Et que Christophe Castaner était ministre de l'Intérieur, mais toute la chaîne de commandement, on ne sait pas trop, on n'a aucune visibilité là-dessus, et en fait, il n'y a aucune recherche qui a été faite. Par contre, ce qui existe réellement, et qui pour le coup est indéniable, ce sont des images qui existent de l'AFP, qui montrent les policiers, enfin les gendarmes pour être exact, qui lancent des grenades par-dessus des flammes, en fait, une énorme barricade de flammes, donc complètement à l'aveugle, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté, et donc ils lancent les grenades par-dessus les flammes, ce qui pour le coup déjà pose problème, parce qu'ils n'ont aucune visibilité de sur où ils tirent. Donc ça c'est un vrai truc, pour le coup. Et donc, nous, ce qu'on demandait, c'est simplement avoir la vérité. On parlait aussi tout à l'heure des tirs de sommation qu'on n'a pas entendus ce jour-là, ni jamais. Voilà, on les entend pas. Moi, de toute façon, j'ai entendu aucun tir de sommation ce jour-là. Mais au-delà de ça, nous, ce qu'on demandait, c'est simplement établir les faits, établir la réalité. Peut-être qu'effectivement, oui, il n'y aura aucune condamnation qui en découlera, mais au moins qu'on puisse reconstituer la vérité. Et là, on nous dit non seulement que, en fait, ils nous disent qu'ils ne savent pas. Et donc ils n'ont pas cherché. Alors soit ils n'ont pas cherché, et dans ce cas ça veut dire que, en fait il y a une volonté de ne pas aller chercher l'information et de ne pas la dévoiler. Soit ils ne savent vraiment pas, et dans ce cas ça veut dire qu'il y a un gros souci sur la façon dont est suivi le mouvement des policiers. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qui est sur le terrain, ils ne savent pas quelles armes ont été utilisées, à quel endroit, combien, ils n'ont aucun suivi de leur stock d'armes, c'est quand même étonnant, quoi. Donc moi je pense que simplement ils ne veulent pas trop remuer la merde pour effectivement... parce qu'à mon avis il y a eu beaucoup de problèmes dans la gestion du maintien de l'ordre de l'époque.
Et, ils veulent pas assumer du tout. Ils veulent pas soulever le caillou pour voir ce qu'il y a en dessous, quoi, tout simplement. Donc voilà, moi je suis. Donc aujourd'hui, tu viens d'avoir ce deuxième non-lieu finalement. Quelles sont tes possibilités pour obtenir enfin justice? Et ben ma seule possibilité, ça va être alors non, c'est pas ma seule, mais une possibilité que j'ai, c'est de partir en cassation. Donc de pouvoir essayer de faire casser ce truc-là, ce jugement-là, que je vais essayer de faire. Mais c'est pas évident parce que ça demande un avocat spécialisé à la Cour de cassation. On est en train de voir avec les réseaux mutilés, réseau Vérité, Justice et compagnie, anti-rep, si on peut trouver quelqu'un qui prend l'aide juridictionnelle, mais c'est pas évident. Sinon, c'est quelqu'un, c'est un avocat classique. Et là, dans ce cas, il faut le payer. Et généralement, ils ne sont pas donnés, quoi. C'est environ 4 500 euros. Donc c'est vraiment ça ne sera pas évident. Donc moi, on fera tourner une cagnotte à ce moment-là pour aider. Voilà, on mettra peut-être en place une cagnotte et on verra si je réussis ou pas. Voilà, là, j'ai pas de solution miracle. Et après, moi, ma prochaine étape, personnellement, ça va être aussi de partir au tribunal administratif. Parce que, en fait, on peut toujours faire condamner l'État pour le fait de m'avoir mutilé. Donc là, pour le coup, il n'y aura pas de sanction pour aucun policier, pour aucun fonctionnaire, mais par contre, il y aura l'État qui serait condamné. Ça, c'est un truc qui, pour le coup, marche un peu plus, qui a montré des résultats, où on a fait condamner l'État. C'est déjà arrivé à plusieurs de mes camarades. Moi-même, ça m'est arrivé. Voilà. Donc ça, pour le coup, il y a un peu plus d'espoir. Maintenant, le combat continue. Mais de toute façon, moi, ce que ça montre quand même, au-delà de tout ça, c'est que finalement, le judiciaire est quand même dans la continuité finalement de cette répression et vient valider tout le système derrière. Voilà, on vous mutile et puis après vous n'aurez pas justice de toute façon, quoi. Donc, mais on va continuer, on va essayer d'user jusqu'au bout le système. Et on a vu aujourd'hui, parce qu'on a passé toute la journée ensemble, et notamment par rapport à ton travail, tu me disais que la difficulté d'être manchot aujourd'hui faisait que tu pouvais pas trouver du travail aussi facilement, quoi. C'est-à-dire que là, en ce moment, je suis en recherche de travail et plusieurs fois, en fait, mon handicap est venu à l'encontre de ce boulot et vient me poser problème là-dessus. Donc, j'ai raté des boulots parce que je suis handicapé, oui, c'est une réalité. Et donc là, pour le moment, je suis un peu précaire là-dessus. Donc, je vais m'en sortir, hein, mais j'espère. mais oui. Oui, être handicapé, c'est un vrai problème, quoi. Et ça, je le dois grâce à l'État, quoi, et à la police. Donc, dans le collectif des mutilés, pour l'exemple, dont on fait partie. Combien de camarades finalement ont obtenu, parce que même Jérôme Rodriguez finalement on voit que c'est pas aussi simple que ça, le fait d'amener des policiers devant le tribunal. Il n'y a pas beaucoup finalement de mutilés qui ont obtenu vraiment justice, quoi, avec une condamnation et une indemnisation derrière. La condamnation du policier en lui-même, c'est pas arrivé beaucoup. On peut citer Lola effectivement, mais Lola, la particularité c'est que c'est le policier lui-même qui a avoué et qui a plaidé coupable. Et pour obtenir moins de... pour obtenir très peu de condamnation. 1200, je pense, comme ça. Et en fait, c'est l'équivalent de quand tu percutes quelqu'un en voiture et que tu dis oui, c'est moi, et que tu prends la peine directe, comme ça, t'as pas grand-chose. C'est cette procédure-là, quoi. Et oui, du coup, c'est pas une vraie condamnation. Mais dans l'ensemble, non, les policiers ne sont jamais condamnés. Ce qui est très faisable, pour le coup, c'est de faire condamner l'État. C'est pas automatique, mais en tout cas, ça arrive déjà beaucoup plus. On a Castille qui a réussi à le faire. On a bien sûr Myriam toi, tu as réussi. Il y a d'autres exemples. Là, j'ai pas les noms en tête, mais oui. Donc aujourd'hui, tu as quand même cet espoir d'aller quand même, d'abord la volonté d'aller au bout de tes démarches et de te dire que oui, il y a quand même un endroit où il y aura justice qui sera rendue, quoi. Je vais continuer à aller jusqu'au bout, ça c'est sûr. Ne serait-ce que pour montrer en fait les limites en fait de notre système juridique et le fait que finalement la complicité, la complicité de la justice dans la répression. Mais est-ce que je m'attends à ce qu'il y ait justice qui me soit rendue réellement? Je crois pas. La seule justice qui m'irait, c'est pas tant de l'argent, c'est plus le fait de savoir qu'effectivement la façon de faire du maintien de l'ordre change réellement. Que tu ne sois pas mutilé pour rien, pour qu'il n'y en ait plus jamais, en fait. C'est ça. Moi, mon objectif, c'est qu'il n'y ait plus de mutilés. Toucher de l'argent, c'est pas ça il n'est pas là le problème, quoi. Voilà, quoi.
Bon, écoute, merci Antoine, on vous tient au courant pour la suite. Et puis, courage à toutes les personnes qui ont été blessées et mutilées pendant le mouvement des Gilets jaunes, avant et après le mouvement. Merci Antoine. Merci. Let 涙が滴る眩しさで